Bien. Alors donc je disais donc cette année nous allons travailler sur un projet. Donc l'année dernière donc j'avais travaillé avec vos collègues sur un projet on va dire de développement du plateforme blockchain basé sur une architecture pilotée par les événements donc Event Driven Architecture. Donc ça c'est quelque chose que nous allons travailler. Et justement, c'était très intéressant. Je pense qu'on va reprendre le même projet cette année. Donc, vous allez continuer là-dessus. Euh, donc, euh, en fait, alors pourquoi je vous disais? Parce qu'à chaque fois, bon, c'est vrai, vous savez, blockchain, c'est quelque chose qui est quasiment, si vous cherchez dans votre programme, vous n'allez pas trouver quelque part, en fait, cette partie-là. Et pourtant, blockchain, c'est une affaire des systèmes distribués. Parce qu'en fait, c'est quasiment, c'est une plateforme qui est, l'aspect technique de blockchain, il est purement lié au système distribué. D'accord? Et en même temps, ça serait l'occasion pour vous de revenir sur quelques concepts de base comme la crypto, peut-être on va dire les calculs des hash, des choses quasiment que tout le monde doit connaître. Mais quand on cherche dans notre c'est-à-dire dans un catalogue de formation, vous n'avez pas eu l'occasion de travailler sur ça. Donc c'est pour cela donc j'essaie de choisir des projets sur lesquels vous serez amené en tout cas à travailler sur des compléments par rapport à ce qui est demandé. C'est vrai, l'aspect technique, on va le travailler sur les cours, mais l'aspect fonctionnel de chaque chose, donc bien sûr, c'est des choses que vous allez découvrir vous-même, que vous allez apprendre à travers ce projet. Alors, donc le cours, en fait, sans trop tarder, nous allons commencer par le cours concernant les systèmes distribués basés sur les architectures microservices. Donc c'est une architecture qui est très courtisée par les entreprises depuis quelques années. Donc ce qui fait que donc nous allons commencer par ça parce que c'est la meilleure façon pour d'abord rappeler un peu ce qui a été fait l'année dernière. Donc c'est une occasion de rappeler, de rafraîchir un petit peu vos mémoires. Donc j'imagine rafraîchir la mémoire, peut-être c'est pas le bon terme parce que si vous avez fait un projet d'entreprise dans laquelle vous avez développé des choses, sûrement vous avez continué à travailler avec les mêmes technologies. Mais en tout cas, donc c'est l'occasion un petit peu de rafraîchir un peu les concepts que nous avons fait l'année dernière. Et en même temps, ça serait l'occasion donc carrément d'aller vers l'essentiel, notamment dans les systèmes distribués, notamment avec les architectures microservices. En utilisant l'écosystème de Spring Boot, Spring Cloud. Donc voilà, donc ça c'est ce que nous allons faire. Alors pour vous parler de cela, donc je dois vous rappeler, donc je pense que j'avais déjà l'occasion d'en parler l'année dernière en partie. Donc en fait il y a deux approches pour développer les applications. Il y a l'approche monolithique et l'approche microservice. Donc si vous voulez, en termes d'architecture. Alors je vous rappelle d'abord l'architecture monolithique, bon, c'est une architecture que vous connaissez bien. Parce que toutes les applications que vous avez développées jusqu'à présent sont basées sur plutôt une architecture monolithique. Alors, une application monolithique, c'est quoi? C'est une application qui est développée en un seul bloc pour un grand problème donné. C'est-à-dire, pour un grand problème donné, vous avez une seule application. Vous développez une seule application qui regroupe tous les aspects fonctionnels de tout un grand problème. Généralement, c'est une grande application dans laquelle on va faire, il y a beaucoup de fonctionnalités et qui est déployée dans un serveur d'application. Alors si on rappelle l'architecture monolithique, on peut dire que l'application souvent, elle est déployée dans un serveur d'application. Alors le terme serveur d'application, je vous rappelle, souvent, en fait, serveur d'application, généralement, c'est d'abord, il y a un conteneur web, comme Tomcat ou Niti ou d'autres conteneurs web, plus un framework qui fait l'inversion de contrôle. Vous savez que l'un des patterns modernes pour construire les applications sur lesquelles sont bâtis les frameworks, généralement, c'est l'inversion de contrôle. Et Spring, justement, c'est un framework qui est basé sur l'inversion de contrôle. Et ce concept de l'inversion de contrôle, on l'avait traité l'année dernière suffisamment.
Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, donc, quasiment, c'est vrai, il y avait quelques années, il y avait en fait en fait, il y a la spécification J2E qui utilise notamment le- la spécification, en fait, en fait, la spécification CDI. CDI, c'est pour un conteneur d'injection des dépendances. Il y avait un framework qui s'appelle qui s'appelle EJB, Enterprise Java Beans, qui était utilisé pour construire les applications J2E qui sont basées sur un serveur d'application, comme à l'époque comme par exemple JBoss, qui s'appelle après qui a changé le nom avec le nom Wildfly. Encore des serveurs d'application comme WebSphere, WebLogic, Glassfish. Donc c'était l'époque, c'est-à-dire des serveurs d'application. Mais en même temps, il y avait Spring quasiment qui fait la même chose, c'est-à-dire qui construit une architecture, un serveur d'application, mais basé sur ce qu'on appelle un conteneur léger qui est Spring. Bon, les choses ont changé, ont beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, on entend moins parler de tout ce qui est EJB et CDA, c'est mort. C'est-à-dire c'est une architecture qui n'est plus utilisée. Donc, et pourquoi? Tout simplement parce que Spring, quand il a créé Spring Boot, il l'a créé dans l'optique de créer un framework pour créer des microservices. C'est-à-dire que Spring Boot, il a été créé, c'était le premier framework qui a été créé pour développer des applications basées sur des microservices. Et comme c'est une architecture qui a montré, c'est-à-dire son efficacité, bah après, par la suite, la spécification J2E a créé ce qu'on appelle une architecture qui s'appelle les micro-profiles. Les micro-profiles, c'est-à-dire c'est les serveurs d'application, c'est-à-dire avec la même vision de Spring Boot, c'est-à-dire encore c'est pour créer des microservices également. Mais c'est pas très bien développé, donc on peut dire qu'aujourd'hui vous avez quasiment Spring, c'est le framework, en tout cas dans l'architecture Java J2E. Spring, c'est le framework qui va être beaucoup adopté par les entreprises dans la majorité des cas. Donc, c'est un framework qui est très intéressant. Et on peut dire que son concurrent maintenant, on va dire, qui fait presque la même chose que Spring, c'est Quarkus ou bien Quarkus. Donc, ça, c'est un framework qui peut-être on va faire un séminaire là-dessus. Qui est un framework qui est basé sur en fait une technologie qui s'appelle Vertex. Bon, Vertex, je vous rappelle, pour les gens qui ne le connaissent pas, bon, ça, il faut le connaître parce que Vertex, c'est un framework qui a été créé, c'est pour développer des applications réactives. Bon, c'était quasiment la première solution de développement des applications réactives dans Java, c'était Vertex. Et si vous voulez savoir Vertex, c'est vert.x, si vous voulez. Alors Vertex, c'est un framework qui a été créé. C'est pour les gens qui ont fait Node.js, Vertex, c'est Node.js de Java. C'est-à-dire quelqu'un qui programme avec Node.js natif, bah, il va trouver que Vertex, c'est quasiment la même chose. Tout est non bloquant, c'est-à-dire toutes les entrées-sorties sont non bloquantes. Et et c'était en fait une solution qui permettait de créer des applications non bloquantes, réactives. Mais après, les choses ont changé parce que il a créé Spring Web Flux. Donc, on aura l'occasion de voir également parce que dans Spring, il y a deux versions. Il y a la version, on va dire, impérative, c'est-à-dire qui permet de créer des applications, c'est-à-dire en mode impératif que vous connaissez. Et après, il y a Spring Web Flux qui permet de créer des applications réactives. Donc, il y aura un cours qu'on va faire sur cette partie-là. Donc, la programmation réactive, c'est quelque chose qui est très important, que vous faites déjà en JavaScript, notamment si vous travaillez avec Angular, quasiment si vous faites la programmation réactive, donc peut-être sans le connaître. Mais par contre, côté backend, tout ce que vous avez fait l'année dernière, c'est pas de la programmation réactive, c'est de la programmation impérative. Donc, et si vous voulez, c'est la programmation bloquante et non bloquante. C'est les entrées-sorties bloquantes, non bloquantes. Alors tout ça, c'est des choses qu'on va développer cette année en tout cas.
Donc justement, après, donc, il y a Red Hat, notamment, qui a pris cette technologie Vertex, et après, il a battu en fait un framework qu'il a appelé en fait Quarkus. Donc c'est un framework qui se mesure à peu près avec, c'est-à-dire ce que fait Spring, sauf que Quarkus, il est quasiment basé sur un système réactif, et en même temps, bon, c'est une technologie qui tente d'améliorer le boot. Parce qu'en fait, vous savez que dans le cloud, si vous êtes dans le cloud computing, le grand il y a une architecture qui s'appelle serverless. Serverless, c'est tout simplement dire que, en fait, un microservice, quand vous le mettez sur le cloud, euh, on va le démarrer sous forme de fonction. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que quand je le sollicite, quand je fais appeler une fonctionnalité, c'est à ce moment-là que la fonction démarre, il fait le traitement et quand il rend le résultat, il s'arrête. C'est-à-dire qu'au finalement, il ne consomme pas de la mémoire. C'est-à-dire vous ne payez que ce que vous consommez. C'est-à-dire si vous avez un microservice déployé dans le cloud qui n'est pas sollicité, il ne va rien consommer. C'est-à-dire vous n'allez pas payer les charges. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée de. D'ailleurs, le cloud computing, il va dans. C'est l'une de ses caractéristiques, c'est-à-dire cette architecture serverless qui fait que les entreprises, généralement, quand ils prennent de l'infrastructure au niveau du cloud, si vous utilisez une architecture serverless, donc là, vous payez en fonction de l'activité de votre application. Donc, plus votre application s'exécute, utilise des ressources, plus vous payez. Donc, si vous n'utilisez pas les ressources, vous n'allez rien payer. Donc, et du coup, donc, ce qui fait, quand vous envoyez une requête, vous avez un service qui démarre, il exécute, il vous donne le traitement. Et là, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est le boot. C'est le temps d'amorçage. Parce que si le service, il démarre, il prend 2 secondes pour exécuter un traitement et donner une réponse, c'est pas bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous avez intérêt à utiliser un framework qui boot assez rapidement. Et c'est là où il y a, en fait, c'est là où il y a, on va dire, la concurrence. C'est-à-dire qu'il est le framework qui permet de faire le boot rapidement. Donc justement, c'est Quarkus, il a proposé une solution qui améliore un peu le boot, également en termes de consommation mémoire. Mais Spring, à chaque fois, il y a une version, il améliore également. Donc c'est un peu, si vous voulez, peut-être une fois, donc j'aurai l'occasion de vous faire quelques démonstrations là-dessus, donc pour voir, en fait, dans le futur, peut-être quelles sont les technologies qui seront concurrentes. Mais pour le moment, c'est clair que dans la majorité des cas, donc vous allez travailler souvent avec l'écosystème de Spring. Donc, c'est-à-dire on va lui donner beaucoup de temps, donc, comme d'habitude. Donc, du coup, vous savez le serveur d'application. Donc, il y a un conteneur web, il y a un framework qui fait l'inversion de contrôle. Et vous avez l'application qui se compose d'un ensemble de couches. Donc, il y a la couche web. Pour la couche web, donc, c'est la partie dans laquelle on va exposer donc, les web services. Alors, les web services, c'est également quelque chose qui vous concerne beaucoup. Alors, il y a les web services basés sur SOAP, WSDL. Donc ça, c'est une catégorie de web services qui n'est pas utilisée pour la partie web des applications parce qu'il utilise forcément XML. Vous avez les web services basés sur RESTful, c'est ce que vous connaissez. Donc, qu'on va utiliser souvent dans la majorité des cas. Mais également, on peut utiliser de GraphQL, c'est une technologie Facebook. Donc cette année, on va essayer donc, de l'utiliser. Et vous aurez l'occasion donc de voir c'est quoi en fait, l'intérêt de GraphQL par rapport à REST. Parce qu'en fait, en termes d'amélioration, en fait, REST, il fait mieux que SOAP. GraphQL fait mieux que REST. Et après, il y a gRPC qui fait mieux que GraphQL. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, dans les systèmes distribués, les middleware. Donc, ça, c'est quasiment SOAP, REST, GraphQL, gRPC.
Ça, c'est 4 technologies ou bien 4 middleware que vous devrez connaître et que vous devrez retrouver dans les architectures d'entreprise, sûrement. Cette année-là, ce semestre-là, on va beaucoup diversifier à ce niveau-là. Donc, on va essayer de travailler avec les différentes technologies. Donc, en tout cas, donc, la couche web, généralement, c'est la couche qui permet d'exposer les fonctionnalités de l'application pour les clients front-end. Bon, ça peut être des applications web, des applications mobile. Et après, il y a la couche service, donc c'est la partie ou bien la couche métier dans laquelle on effectue les traitements. Et après, généralement, la couche métier s'appuie sur la couche DAO, dans laquelle on va gérer les données d'une manière générale. Alors, quand il s'agit d'une application monolithique, généralement, vous allez avoir une seule base de données. Une grande base de données avec beaucoup de tables. Vous allez avoir une seule couche DAO. Il y a beaucoup de repositories. C'est normal parce que c'est là où on gère toutes les données de la base de données. Vous allez avoir une grande couche métier. Il y a beaucoup de services. Et vous allez avoir une grande couche web. Et tout cela, ça devient une seule application. Et généralement, cette application, traditionnellement, c'est un WAR, Web Archive. Hein, c'est un fichier .war qu'on va déployer dans un serveur d'application. Avec le serveur d'application, comme je disais, donc ça peut être un serveur d'application, par exemple, basé sur un conteneur comme Tomcat, ou encore ça peut être un serveur d'application comme traditionnellement les anciens WebSphere, WebLogic, Glassfish. Donc ça, c'est des serveurs d'application qui sont utilisés pour déployer les applications monolithiques. Alors ça, c'est l'architecture que vous connaissez. Alors, bien sûr, dans cette architecture, c'est aussi l'occasion de rappeler un peu ça. C'est que dans la couche DAO, donc vous allez bien sûr manipuler les entités. Alors, c'est quoi les entités? Donc, c'est les classes persistantes. Alors, toutes les données qui sont généralement stockées dans la base de données, toutes les tables, souvent les données qui sont stockées dans la base, sont représentées par des classes persistantes. Donc, c'est ce que nous avons appelé les entités GPA. Okay? Donc, d'ailleurs, c'est les premiers objets que vous créez généralement. C'est les entités de l'application. Il y a beaucoup de trains ce matin. Bon, on va le laisser comme ça. Alors, bien sûr, donc si la base de données que vous utilisez, c'est une base de données relationnelle, donc souvent, il n'y a pas mieux que GPA. La spécification GPA, elle est faite, c'est pour faire le mapping objet relationnel. Et bien, du coup, donc, vous créez les entités GPA. Mais il faut noter que, d'ailleurs, dans ce semestre-là, on ne va pas travailler qu'avec des bases de données relationnelles. Donc, on va souvent, parfois, utiliser des SGBD comme MongoDB, comme Cassandra, comme Elasticsearch. Donc, tout ça, c'est des systèmes de gestion de bases de données qui sont classés dans la catégorie SGBD non SQL et qui font partie de l'écosystème du Big Data. Donc, ça, c'est que l'avantage avec Spring, c'est qu'à un moment donné, vous développez, vous avez l'impression que ce soit une base de données relationnelle ou bien MongoDB ou bien un Cassandra, c'est presque la même chose. Donc, c'est le même type de code que vous écrivez. Mais en tout cas, donc, les entités, ils sont écrites selon en fait, le framework que vous utilisez pour la gestion des persistances. Alors, dans notre cas, on va supposer que ce sont des entités GPA pour rester dans la continuité de ce que nous avons fait l'année dernière. Alors, les entités GPA, donc, c'est des entités qui sont bien sûr utilisées au niveau de la couche DAO, la couche repository. C'est normal parce que c'est à ce niveau-là qu'on gère la persistance. Mais également, ils sont utilisés au niveau de la couche métier. C'est normal parce que la couche métier, quand il fait appel à la couche DAO, il récupère des objets qui sont des entités. Et après, ces entités-là, on peut les retrouver dans la couche web. C'est-à-dire, quand la couche web fait appel à la couche métier, il peut récupérer des objets qui sont des entités. Parce que c'est des objets qui portent les données. Alors, ça veut dire que ces entités-là, donc, c'est des objets, c'est des JavaMeans, qui peuvent traverser toutes les couches de l'application. Donc, c'est-à-dire, on peut les utiliser dans la couche DAO, la couche métier, la couche web. Alors, sauf que nous avons dit que le fait d'utiliser des entités persistantes
ou bien les entités, par exemple GPA dans la couche UI, dans la couche web, ce n'est pas une bonne pratique. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si on suppose, si vous avez par exemple, vous créez une application qui permet de gérer des employés. Alors la classe employé que vous créez, c'est une classe qui contient par exemple, supposons que c'est une application de RH. Donc c'est une classe qui contient une cinquantaine d'attributs. Alors vous avez une application qui est par exemple web ou bien mobile qui veut consulter un employé. Quand vous envoyez une requête vers le web service fait appel à la couche service pour faire le traitement, qui fait appel à la couche DAO. La couche DAO va retourner un objet de type employé et la couche service va retourner à la couche web un objet de type employé. Et après, la couche web va envoyer cet objet employé à la partie UI en format JSON, souvent. Ça veut dire que tous les attributs de employé vont être serialisés en JSON. Ben, du coup, donc, tous les attributs de la classe employé vont se retrouver dans la partie UI. Or, dans la partie UI, on n'a pas besoin de tous les attributs de employé. Moi, dans la partie UI, si c'est une application mobile, j'ai peut-être besoin que d'afficher le nom de l'employé, sa photo et son salaire, des choses comme ça, n'est-ce pas? Alors, c'est ici, en fait, donc si vous utilisez les entités GPA dans la couche UI, c'est une mauvaise pratique qui n'est pas souvent, c'est une mauvaise pratique qu'il faut éviter. Alors c'est la raison pour laquelle généralement, au lieu de cela, on sera ramené à utiliser des objets qu'on appelle les DTO, Data Transfer Object. Alors en fait, les DTO que vous connaissez déjà, donc c'est des objets dans lesquels on va essayer de transférer les données qui vont être utilisées dans la partie UI. Donc ce qui fait que la couche métier, d'une manière générale, quand il appelle la couche DAO, il va récupérer un objet, par exemple employé. Et après, par la suite, cet objet employé, ben, tout simplement dans l'application, on va créer une autre classe qu'on va appeler employé DTO. Mais dans employé DTO, si vous voulez, on va faire copier-coller. Et après, on va supprimer tout ce qui est inutile. Donc, on va supprimer tous les attributs dont on n'a pas besoin. On va supprimer les annotations de persistance, etc. Et on va garder que des attributs dont on a besoin dans la partie UI. Ben, et du coup, donc la couche service va faire un travail supplémentaire. C'est quoi ce travail supplémentaire? C'est le mapping entre les entités et les DTO. Donc ça veut dire que la couche service, dès qu'il appelle la couche DAO, il récupère des objets qui sont des objets persistants, qui sont lourds généralement, parce qu'ils contiennent tous les attributs qui sont dans la table, dans la base de données. Mais après, on va prendre les données de cet objet-là, on va les transférer vers les DTO, qui sont généralement des objets qui sont légers, qui ne contiennent que des données dont on n'a pas besoin. Alors ça, donc il y a les opérations de mapping. Alors pour faire le mapping des objets, c'est-à-dire transférer un objet, les données d'un objet vers un autre, bon ça c'est des choses que vous pouvez faire avec getSet. Mais si vous commencez comme ça va vous agacer parce qu'à un moment donné, vous allez trouver votre code. Donc il y a il y a beaucoup de lignes dans lesquelles vous faites que les transferts des données. GetSet, tout ça c'est un peu assez lourd. D'accord? Alors c'est la raison pour laquelle donc, il y a des frameworks qui font ça, comme Model Mapper, comme Mapstract. Donc il y a des frameworks qui sont utilisés qui permettent de faciliter cette opération de mapping entre les objets, c'est-à-dire les entités, et les DTO. D'accord? Alors ça c'est quelque chose qui s'impose surtout quand vous utilisez le REST et SOAP. C'est-à-dire, ce qui complique un peu les choses, c'est que souvent dans les entités, d'ailleurs vous l'avez rencontré, si vous avez remarqué, je suis toujours en train de rappeler ce que vous avez fait l'année dernière, n'est-ce pas? Ça vous rafraîchit un peu la mémoire. Ce qui complique un peu les choses, c'est que dans les entités, il y a des relations. Un employé appartient à un département, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que quand je récupère ici l'objet employé directement, ben, il va ramener avec le département. Et le département, il y a encore des classes qui sont liées au département. Donc vous ramenez les relations. Et du coup, donc, quand vous voulez faire la sérialisation de JSON,
Vous voulez envoyer un objet employé à la partie UI, mais finalement, vous avez envoyé beaucoup de données. Et si vous avez des associations bidirectionnelles, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous allez tomber dans un problème d'une boucle infinie, c'est-à-dire de sérialisation, qui plante votre application. Et après, vous allez commencer à chercher des solutions de bricolage, comme par exemple JSON Ignore ou XML Transient, ou encore JSON Property pour dire cet attribut-là, je ne veux pas le sérialiser, n'est-ce pas? Et parfois, c'est quand vous dites je ne veux pas le sérialiser, mais à un moment donné, vous en aurez besoin. Et là, vous allez. Donc, c'est-à-dire si vous tentez d'utiliser les entités directement dans la couche web, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous arrêter. Vous allez dire eh ben, il vaudrait mieux que je crée les DTO. Donc, c'est quelque chose qui s'impose pour faciliter le travail. Mais par contre, si vous travaillez avec, on va voir peut-être dans la démonstration de tout à l'heure, au lieu de faire REST, on va faire du GraphQL. L'avantage de GraphQL par rapport à REST, c'est que dans REST, c'est quand vous envoyez une requête HTTP, vous demandez une ressource, par exemple, je demande un employé, et bien tout simplement, le serveur va m'envoyer l'objet employé avec tous ses attributs. C'est-à-dire, si vous demandez employé DTO, ben, il va vous ramener tous les attributs de employé DTO. C'est-à-dire, avec REST, je n'ai pas un moyen qui permet au client de demander au serveur donne-moi un employé, mais donne-moi que le code, le nom et la photo. Ça, on ne peut pas le faire dans REST. Est-ce que vous voyez? Dans REST, quand vous demandez une ressource, vous demandez un objet. Et vous allez recevoir l'objet au format JSON. Mais le client, l'application cliente, n'a pas le moyen de spécifier quels sont les attributs qu'on souhaite. Alors, si vous vous rappelez dans le langage SQL, vous avez la requête select étoile from, n'est-ce pas? Et vous avez ce qu'on appelle les projections. Select, vous pouvez spécifier les colonnes. Dans SQL, on demande au SGBD, donne-moi un employé, mais je veux que ces colonnes, n'est-ce pas? Alors que dans REST, non. C'est-à-dire, quand vous demandez une ressource, c'est comme si vous faites select étoile. C'est-à-dire, vous n'avez pas un moyen de créer ce qu'on appelle de faire des projections. Alors, ça c'est le problème de REST. Donc, ça veut dire que on est obligé, donc les applications web, l'application mobile, toutes les applications embarquées, ben, ils n'ont pas le choix. De toute façon, quand vous demandez un employé de DTO, vous avez un objet employé de DTO avec tous ces attributs. Alors, Facebook a créé une technologie qui s'appelle GraphQL, qui fait que c'est dans la requête HTTP, vous pouvez spécifier quels sont les attributs que vous voulez. C'est-à-dire, vous envoyez une requête vers l'API GraphQL, ben vous lui dites je veux employer, mais je veux que le ID, je veux le nom et le prénom. Et après, donc, ici, donc, quand il va serialiser, il va vous envoyer que les attributs que vous demandez. Ben, du coup, donc, ça devient plus intéressant parce que, en termes d'optimisation, REST, c'est encore mieux que, plutôt, GraphQL, c'est encore mieux que REST. Alors, si vous utilisez GraphQL, peut-être, même si vous utilisez les entités, vous n'aurez pas le problème parce que le client lui-même, il demande déjà les attributs qu'il souhaite. Ben, et du coup, donc, on peut carrément, c'est toujours une mauvaise pratique, mais on peut ignorer les DTO et votre application va fonctionner sans problème. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure avec un exemple de démonstration. Mais en tout cas, donc ça c'est en fait l'architecture telle que vous la connaissez. C'est l'architecture monolithique. C'est bon? Pas de questions? Maintenant, on va passer aux contraintes ou bien aux inconvénients des architectures monolithiques. C'est vrai que dans les architectures monolithiques, sans l'oublier, c'est que parfois l'application monolithique a besoin de communiquer avec d'autres applications d'une manière asynchrone. Alors c'est là où souvent on aura besoin d'utiliser des brokers
notamment comme ActiveMQ, Kafka, RabbitMQ. C'est des brokers qui sont très utilisés. Donc cette année, on va beaucoup les utiliser parce qu'ils sont extrêmement importants dans les systèmes distribués d'une manière générale. Et donc, qu'on va utiliser pour envoyer des messages. Alors, à chaque fois que l'application veut communiquer avec un autre système d'une manière asynchrone, on envoie un message vers un bus d'événements. Souvent, c'est un broker. Et après, ces messages vont arriver vers d'autres applications qui vont récupérer ces messages. Et après, ces messages vont être traités, vont déclencher d'autres traitements. Et donc, ça, c'est ici. Donc, nous sommes dans ce qu'on appelle une architecture pilotée par les événements. Et cette partie-là, donc, on va la détailler beaucoup cette année aussi. Notamment, on va travailler avec Kafka, qui est l'un des brokers les plus... En fait, Kafka, c'est tout un écosystème. Donc, on va le retrouver dans nos architectures durant toute... c'est-à-dire cette année. Alors, quels sont les inconvénients des architectures monolithiques? Donc, maintenant, on va essayer donc de faire une transition vers les architectures microservices. Alors, dans les architectures monolithiques, donc, l'un des premiers inconvénients, c'est qu'ils centralisent tous les besoins fonctionnels dans la même application. C'est parce que c'est une grande application, toutes les fonctionnalités, tout le besoin fonctionnel est centralisé dans la même application. Et c'est quoi l'inconvénient? L'inconvénient, c'est que s'il y a une fonctionnalité qui bloque le processus, ça veut dire que toutes les fonctionnalités tournent dans un même processus. Donc, s'il y a une fonctionnalité qui plante le processus, c'est toute l'application qui va être bloquée. Et ça, c'est un premier inconvénient. Par exemple, vous avez une application dans laquelle vous faites la gestion des notes, la gestion de la partie du budget, des inscriptions, de l'emploi des temps, je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Vous avez par exemple le service financier qui utilise l'application et il y a un bug, la fonctionnalité finance, ça bug, ça bloque le processus, et le service des inscriptions des étudiants ne peut pas inscrire les étudiants, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un inconvénient. Donc, ce n'est pas bien d'avoir beaucoup de fonctionnalités dans la même application. Le deuxième inconvénient, c'est que les applications monolithiques sont réalisées avec la même technologie, souvent. Souvent, on va choisir une technologie comme par exemple Node.js ou PHP ou Spring. L'essentiel, c'est que dans un projet monolithique, il faut faire un choix. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que dans l'entreprise, imaginez que vous avez une vingtaine de développeurs. Il se trouve que les développeurs que vous avez, il y a une équipe qui ont déjà fait de l'expérience, qui maîtrise la technologie, par exemple Node.js. Il y en a d'autres qui maîtrisent, par exemple, la technologie Python, parce qu'ils travaillent déjà beaucoup ils ont déjà travaillé sur des projets. Il y en a d'autres qui maîtrisent beaucoup Spring, par exemple, comme technologie. Il y en a d'autres qui travaillent avec, peut-être avec, quoi d'autre? Node.js, PHP, voilà. Donc, c'est-à-dire, il se peut que Node.js, plutôt Node.js, .NET Core, donc tout ça, c'est des technologies qui sont utilisées pour quasiment produire les applications. Tout ce qu'on peut faire avec une technologie, on peut le faire avec l'autre. Le problème, la différence où ça réside, c'est dans les performances, le coût de la solution, la qualité. Et vous voyez, donc, et surtout là où vous allez trouver les développeurs, parce que souvent les entreprises, quand ils veulent choisir, ils vont dire, tiens, pour développer des applications mobiles, on peut faire ça, React Native, on peut faire Flutter, on va faire le choix. Mais quand vous regardez, c'est vrai, on peut toujours dire que telle technologie c'est mieux que l'autre, etc. Tout ça, c'est un débat. Mais au final, ce qui va trancher, c'est de dire, on veut recruter, mais c'est-à-dire, où est-ce qu'on peut trouver facilement les développeurs? Alors, ces dernières années, Flutter semble un peu une technologie qui est beaucoup plus intéressante. Il est enseigné dans les universités. On va utiliser Flutter parce que c'est pas parce que vous aimez une technologie que vous allez l'utiliser. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de critères qui rentrent parfois le choix de la technologie. Mais en tout cas, si on est une entreprise dans laquelle vous avez une vingtaine de développeurs, chaque développeur peut-être il a une préférence sur une technologie particulière.
Et après moi, en tant que chef de projet, donc je viens, en tant qu'architecte, j'impose de travailler avec le framework Spring, par exemple, pour des raisons bien fondées. Alors le premier problème qu'on va rencontrer, c'est que tout le monde va se mettre à la même technologie. Donc ça veut dire il faut le temps de monter en compétences. Ceux qui travaillent avec Node.js, ils vont quand même, il faut leur faire la formation sur la nouvelle technologie. La même chose pour les autres, donc il faut former tout le monde. Et le temps de monter en compétences, ça a un coût. Donc si on fait le choix d'une architecture monolithique, donc on va voir, on sera amené à utiliser une même technologie. Donc ça veut dire il faut que tout le monde soit formé, donc il faut monter en compétences au niveau de ces technologies. Donc ce qui fait, c'est bien dommage, parce qu'on va voir après avec l'architecture microservices, on peut bien découper l'application en plusieurs parties. Il y a une équipe qui va travailler avec Node.js, il y a une autre qui va travailler avec Spring, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est au niveau de l'architecture microservice, alors que dans l'architecture monolithique, donc ça, c'est un problème qui est posé. Alors, le troisième inconvénient, c'est chaque modification nécessite les tests de régression. Donc, l'un des grands problèmes des applications monolithiques, c'est la maintenance. À chaque fois que je veux modifier ou bien corriger un bug ou faire de la maintenance dans l'application, il faut tester si la modification que j'ai effectuée ne va pas impacter les autres parties de l'application. Donc, tester les régressions. Alors, techniquement parlant, comment on le fait? C'est si vous avez dans l'application monolithique, vous avez développé tous les tests unitaires, et ça, cette année, on va faire des séminaires sur la partie testing des applications. Si tous les tests unitaires sont développés, pas de problème, parce qu'avec Maven, par exemple, vous faites la modification, il vous met MV1 test, et ça va exécuter tous les tests unitaires. Donc, s'il y a un test unitaire, c'est-à-dire si la modification que vous avez faite va impacter une autre fonctionnalité, quand j'exécute les tests unitaires, donc je peux voir le test ne passe pas. Donc, c'est-à-dire en exécutant les tests unitaires, je fais les tests de régression. Donc, je peux savoir facilement si la modification que j'ai faite, est-ce qu'il ne va pas impacter une autre fonctionnalité. Le problème, c'est que dans les applications monolithiques, c'est que tous les tests unitaires, dans la majorité des cas, ne sont pas développés. Parce que c'est des grandes applications. Au départ, on commence à développer les tests unitaires. Mais quand les deadlines s'approchent, on commence à faire n'importe quoi. Parce qu'il faut livrer, il faut livrer. Et dès que donc on se retrouve avec une application, là, il n'y a pas les tests unitaires. Et quand on va faire la maintenance, on va le payer cher. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire une modification, il faut compiler. Il faut déployer. Une fois que vous déployez l'application, vous allez croiser les doigts. Alors demain, si un incident, vous découvrez que la modification va créer un autre problème. Vous faites la modification, vous déployez, parce que vous n'avez aucun moyen pour savoir s'il n'y a pas de problème de régression. Donc à chaque fois que vous déployez, il y a toujours des incidents qui arrivent en production. Donc tout ça, c'est vraiment insupportable. C'est très compliqué. Et donc, c'est généralement, dans les projets monolithiques, les applications sont difficiles à maintenir. L'autre inconvénient, c'est la livraison en bloc. C'est parce que c'est une grande application, le client va attendre beaucoup de temps pour recevoir la première version de son application. C'est parce que c'est une application monolithique. Vous avez la couche DAO, c'est une grande couche DAO. Vous allez passer beaucoup de temps, vous allez passer 4 mois. Et quand le client vous pose la question où est-ce que vous en êtes, vous lui dites on avance bien, on est dans la couche DAO. Alors pour le client, c'est-à-dire tout ce qui l'intéresse, il doit voir son application. La couche DAO, c'est après 4 mois dans la couche métier, je ne sais pas combien, c'est déjà une année, presque 8 mois. Et après, vous passez à la couche web. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le client, il attend une année plus pour voir la première version de son application. Et je n'ai pas besoin de vous raconter un peu ce qui se passe souvent. C'est que le client, il vous fait parfois
vous découvrez que parfois vous avez quelque chose, un besoin qui est mal exprimé, et après du coup donc il vous dit mais c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça. C'est-à-dire ça vous le savez très bien aujourd'hui, il y a les méthodes agiles, c'est quelque chose qui est très très pratiqué dans le développement. Donc qui stipule qu'il faut que le client fasse partie donc du cycle de développement. Donc, c'est-à-dire, vous avez toujours des itérations, des sprints que vous développez. Sur chaque 2 semaines, il y a un sprint, il faut le livrer, le client va participer dans tout le process, donc pour éviter ces problèmes-là. Mais il faut voir que il faut savoir que dans les applications monolithiques, pour faire le découpage en sprint, c'est pas évident. Parce que quand vous avez un grand projet, pour faire ce découpage-là, c'est un casse-tête. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que il y a toujours souvent ce problème qui se pose. Donc, parfois, si vous ne maîtrisez pas vraiment le chantier, donc vous allez finir par retourner vers le cycle de développement en cascade classique avec tous ses inconvénients. Alors, la mise en production prend beaucoup de temps. Donc, à chaque fois qu'on veut faire une modification, ça prend beaucoup de temps pour faire les tests de régression, les tests de la sécurité, tester les performances, faites tous les tests avant de passer en production. Et comme c'est des grandes applications, donc la mise en production, ça prend beaucoup de temps. Et les applications sont difficiles à tester. Alors tout ça, c'est des inconvénients. Mais le plus grand problème, c'est les performances. C'est-à-dire, avec tous ces problèmes que vous voyez là, on peut vivre avec. Oui, la même technologie, c'est pas grave, on va apprendre le langage. Maintenant, oui, on va essayer de faire à gauche, à droite. Mais quand vous avez un problème de performance, c'est-à-dire à un moment donné, quand vous avez un problème de montée en charge et que l'application devient trop lente, donc là, vous n'avez plus le choix. Vous allez dire, l'architecture, c'est pas bon. Alors, vous savez, quand vous avez un problème de performance, notamment de montée en charge, la solution, c'est quoi? C'est la scalabilité. Ça veut dire qu'il faut déployer l'application en plusieurs instances. Le problème, c'est que vous avez une grande application. Le fait de déployer une grande application en plusieurs instances, c'est trop lourd parce que c'est des grandes applications. Ça consomme beaucoup de ressources. Et du coup, donc, les applications monolithiques sont très mauvaises en termes de scalabilité, d'une manière générale. Et dans les systèmes distribués, notamment dans le calcul de haute performance, la scalabilité, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ce qui fait souvent la différence dans le choix de l'architecture et de la technologie de développement des applications. Alors donc, si vous prenez par exemple une application qui contient, je ne sais pas, une application Facebook. Vous prenez l'application Facebook, imaginez que l'application Facebook, ils l'ont développée en monolithique. Vous savez, il y a combien de fonctionnalités dans l'application Facebook? Il y a beaucoup de fonctionnalités, n'est-ce pas? Il y a des centaines, voire des milliers de fonctionnalités dans l'application Facebook. Mais dans toutes ces fonctionnalités-là, il y a des fonctionnalités qui sont très sollicitées. Like. Vous savez, quand vous faites like, vous envoyez une requête à une fonctionnalité métier, n'est-ce pas? Donc avec la fonction like, c'est une fonctionnalité qui est trop sollicité. Donc, qu'est-ce qui crée la charge? Donc, cette fonctionnalité like, elle est trop... C'est-à-dire, il y a un problème de montée en charge. C'est parce que la fonctionnalité like donc, crée un problème de montée en charge, parce qu'il est très utilisé, ben, vous serez obligé de dupliquer toute l'application. Alors qu'en réalité, c'est que la fonctionnalité que je dois démarrer en plusieurs instances. Donc là, c'est l'idée des microservices. Donc c'est-à-dire si on avait découpé ce monolithe en plusieurs petites applications et que la fonctionnalité, par exemple, like, ça devient une fonction à part, se forme d'un microservice. Donc quand il y a un problème de montée en charge, donc c'est ce microservice cette fonctionnalité que je vais démarrer en plusieurs instances. Et peut-être il y a une autre fonctionnalité qui n'est pas utilisée. Ben, je peux démarrer en 2 instances, 3 instances, mais celle qui demande qui a beaucoup de charge, on va la démarrer en une vingtaine d'instances, peut-être au plus. Donc, c'est-à-dire, généralement, ce point-là, c'est le point, c'est la raison principale
qui fait qu'il y a des entreprises qui décident de migrer vers une architecture microservice. C'est les performances. Alors, il y a toutes ces raisons, n'est-ce pas? Mais quand il y a un problème de performance, on n'a pas le choix. Donc, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller peut-être vers l'architecture microservice. Alors, c'est quoi l'architecture microservice? Alors, l'architecture microservice est très simple. J'ai un grand problème donné. Ce problème-là, je vais le découper en plusieurs petits problèmes, en plusieurs périmètres fonctionnels. Et pour chaque périmètre fonctionnel, je développe une application indépendante. C'est comme si je prends, par exemple, mon application monolithe que j'ai ici, dans laquelle, par exemple, j'ai 3 modules. Dans la même application, j'ai le module A, le module B et le module C. C'est d'un bonjour. Ça va? Vous êtes libre l'après-midi. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. J'ai les ordres. Ah oui, d'accord. La semaine prochaine, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire pour la semaine prochaine. Ça fait plaisir, oui. Il faut commencer par sauter le premier coup. Ça sert bien. Au revoir. Allez, au revoir. Merci. Merci. Bien. Donc, s'il vous plaît, on reprend. Alors, donc, si je reprends l'application que j'ai, c'est-à-dire cette application que j'ai monolithique, dans laquelle j'ai le module A, le module B, le module C dans la même application, avec l'architecture microservice que je vais faire, je vais découper. Donc, c'est comme si je découpe en fait l'application verticalement. Et du coup, donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, je vais avoir une application dans laquelle je vais développer le module A. Donc ça, c'est un microservice. B et C. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une application qui contient 3 modules, je vais avoir combien d'applications? 3 applications, et chacune va s'intéresser à un périmètre fonctionnel. Et chaque microservice avec sa propre base de données. Au lieu d'avoir une seule base de données pour l'ensemble du microservice, je vais avoir des bases de données distribuées, c'est-à-dire des bases de données séparées. Alors maintenant, l'idée, elle est simple. Alors maintenant, si j'ai en fait les 3 microservices, maintenant, il me faut, dans mon architecture, développer ou bien mettre en place ce qu'on appelle une gateway. Alors en fait, la gateway, c'est quoi? Bon, c'est le service, c'est un service technique qui va recevoir les requêtes externes à partir des applications web, mobiles ou bien d'autres microservices. Et pour chaque requête reçue, la gateway, en fonction de la requête, il fait appel au bon microservice. Alors généralement, dans la requête, souvent, si c'est des requêtes HTTP, dans les URL, on va toujours trouver slash, des choses comme ça, n'est-ce pas? On va trouver par exemple dans l'URL slash product service, slash quelque chose. Donc la gateway, généralement, il va utiliser souvent le path. Dans le path, il connaît déjà le nom du microservice. Et à partir du path, il fait appel au bon microservice qui fait le traitement. Le service va retourner le résultat et après la gateway va retourner le résultat. Donc ça veut dire que la gateway, ce n'est pas elle qui fait les traitements. La gateway, il possède un système de routage qui fait que chaque requête, il va lui dire, voilà, tiens, tu vas vers ce microservice, cette requête-là vers l'autre microservice, etc. Donc ça, c'est le premier début. Alors, sauf que quand vous avez dans votre architecture beaucoup de microservices, alors si vous n'avez que 3 microservices et vous connaissez déjà l'adresse de chaque microservice, on peut configurer la gateway d'une manière statique. Statique, ça veut dire qu'on va lui dire, quand tu reçois une requête dans le path contient slash product service, tu fais appel tu l'envoies vers cette adresse. Si par exemple, si slash par exemple customer service,
tu envoies la requête vers ce service. C'est-à-dire que la gateway, on peut la configurer d'une manière statique. Tout à l'heure, on va voir comment on fait ça. Mais si, posons dans votre architecture, vous avez beaucoup de microservices, et à chaque fois, on peut démarrer de nouvelles instances, il y a des instances qui s'arrêtent, donc là, le fait de configurer ça d'une manière statique, c'est pas une solution. Alors c'est la raison pour laquelle, dans les architectures microservices, nous aurons besoin d'utiliser ce qu'on appelle un service Discovery Service. Alors en fait, Discovery Service, c'est quoi? C'est un annuaire dans lequel on va publier les adresses des microservices. Alors chaque microservice qui démarre, quand vous démarrez un microservice, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il envoie une requête vers ce service Discovery pour publier deux informations principales, le nom du microservice et l'IURI, c'est-à-dire son adresse. Ben, il dit quoi donc finalement? Discovery Service, il a une base de données, c'est-à-dire il gère une table dans laquelle vous avez deux colonnes, le nom du microservice et voilà l'adresse. Donc ce qui fait que la gateway, quand il reçoit une requête HTTP, il connaît le nom du microservice à partir de l'URL. S'il connaît le nom du microservice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Discovery Service, il va lui donner le nom, et qu'est-ce qu'il récupère? L'adresse. Et s'il récupère l'adresse, il fait un forward, il envoie la requête, il va dispatcher la requête vers le bon microservice. Donc, le Discovery Service, c'est un élément important dans les architectures microservices. D'autant plus avec les architectures microservices, on est là pour résoudre le problème de scalabilité. Ça veut dire que par exemple, si le service A, il y a un problème de montée en charge, ben, je vais démarrer 3 instances, n'est-ce pas? Et quand je démarre 3 instances, chaque instance, il va s'enregistrer dans Discovery. Toutes les instances ont le même nom, n'est-ce pas? Imaginez que vous avez 3 instances. Ça veut dire que dans Discovery, vous avez Customer Service, l'adresse 1. Customer Service, l'adresse 2. Customer Service, l'adresse 3. Donc finalement, j'ai Customer Service dans 3 machines. Donc ce qui fait que la gateway, quand il demande à Discovery Service, donne-moi où se trouve Customer Service, il va lui donner combien d'adresses? 3. Et quand il lui donne 3, la gateway utilise un système d'équilibrage de charge. C'est que la première requête, il l'envoie vers une machine. La prochaine requête, c'est la deuxième. L'autre requête, c'est la troisième instance. Et à tour de rôle. Donc ça veut dire que la gateway utilise des algorithmes d'équilibrage de charge qui fait que plus il y a d'instances, donc c'est-à-dire s'il y a un problème de montée en charge, il suffit de démarrer de nouvelles instances et le problème est réglé. Donc après, c'est la gateway qui fait l'équilibrage de charge. Donc la répartition de charge se fait au niveau de la gateway. C'est clair? Alors, il reste un dernier point souvent à régler dans les architectures microservices, c'est le problème de configuration. C'est que souvent, si par exemple, vous savez, si vous travaillez avec Spring Boot, chaque application que vous développez, il y a un fichier application.properties, n'est-ce pas? Imaginez, vous avez 20 microservices, et chaque microservice a son fichier application.properties. Qu'est-ce que vous allez vous retrouver? Vous allez vous retrouver en train de, si vous voulez reconfigurer le microservice, c'est compliqué, n'est-ce pas? Si vous avez par exemple, chaque microservice, vous avez 3 instances. Donc ça veut dire que si vous voulez reconfigurer le microservice, il faut changer dans tous les fichiers de configuration. Et en plus, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de propriétés, de config qui sont les mêmes pour tous les microservices. Donc le fait d'utiliser un fichier de config pour chaque microservice, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va centraliser, au lieu d'utiliser en fait des fichiers distribués, c'est-à-dire pour chaque microservice. Donc on va utiliser plutôt une configuration centralisée, c'est-à-dire on va utiliser un service qui s'appelle config service, qui va tout simplement, dans lequel on va utiliser un seul fichier ou bien un ensemble de fichiers de configuration, ce qui fait que chaque microservice qui démarre, la première des choses qu'il fait, et là je corrige ce que je disais tout à l'heure, parce que je disais tout à l'heure que la première des choses, c'est s'enregistrer, n'est-ce pas? En réalité, la première des choses que fait un microservice, c'est que quand il démarre, quand il fait le boot, il envoie une requête vers le service config pour lui demander « donne-moi ma configuration ».
Parce que toute le fichier de configuration, il est géré au niveau par ce microservice. Donc, dès qu'il reçoit la configuration, il démarre. Et dans sa configuration, il va trouver l'adresse de Discovery. Il va s'enregistrer. Et quand on veut changer la configuration, il suffit de changer dans le fichier. Généralement, le fichier de configuration, il est basé sur un repository dans la majorité des cas Git. Parce qu'en fait, l'avantage des repositories Git, c'est le versionning, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dès qu'on fait une modification, on peut facilement le savoir. Et du coup, donc, quand on fait une modification dans le fichier de configuration, eh bien, la configuration elle est envoyée vers les microservices, ce qui permet de configurer les microservices à chaud. Donc, le terme à chaud, il faut l'utiliser parce qu'en fait, quelle est la différence entre la configuration à chaud et à froid? La configuration à froid, ça veut dire qu'il faut arrêter l'application, changer le fichier de configuration et redémarrer. C'est ce qu'on appelle la configuration à froid. N'est-ce pas? Alors que la configuration à chaud, ça veut dire que vous changez la configuration de l'application sans la redémarrer. Ça veut dire que vous accédez directement à la mémoire, vous changez les paramètres de configuration et après, tout se passe bien. Alors pour faire cela, avec REST, avec des services de configuration comme config service qui est basé sur REST, tout ça, on peut le faire. C'est-à-dire on peut faire la configuration à chaud des microservices. Alors dans les spécifications J2E, il y a une spec qui s'appelle GMX, qui était quasiment utilisée, qui permettait d'accéder directement aux objets en mémoire pour changer la configuration. L'idée, c'est justement permettre aux applications de changer la configuration à chaud pour ne pas redémarrer. C'est quelque chose qu'on utilisait dans les architectures monolithiques, notamment avec les serveurs d'application, mais avec maintenant avec REST, avec d'autres solutions, c'est beaucoup plus simple de le faire sans passer par GMX. C'est clair? Alors, vous voyez donc déjà, vous venez de faire connaissance à l'architecture microservice. Alors maintenant, les services qui sont ici en noir, config service, gateway service, discovery service, vous n'avez pas besoin de les développer parce qu'ils sont fournis par le framework généralement Spring Cloud. Alors on va travailler avec Spring Cloud, donc vous allez trouver qu'en deux minutes, vous démarrez, vous avez un service discovery, 2 minutes pour la gateway et quelques minutes pour le service de config. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui prend du temps en termes de développement. Donc tout ça c'est déjà fait. On va voir comment le faire. Donc vous allez tout simplement vous concentrer sur le développement des microservices. Ok? Alors maintenant, vous connaissez maintenant l'architecture microservice. Donc si on fait la comparaison, on peut dire que par exemple, supposons qu'on ait ici 80 personnes, n'est-ce pas? 80 personnes. Et nous avons une application qui contient 80 fonctionnalités. Un problème dans les specs fonctionnels, vous avez 80 fonctionnalités. Alors si on opte pour une architecture monolithique, combien d'applications qu'on va développer? Une seule. Cette application contient combien de fonctionnalités? 80. Donc une application avec 80 fonctionnalités. Et vous imaginez que mettre 80 personnes sur la même application, et vous revenez au problème de tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors si on opte pour l'architecture microservice, combien d'applications qu'on va développer? 80 microservices. Et chaque microservice contient une seule fonctionnalité. Alors par exemple, supposons qu'on est en train de créer une application pour faire la gestion par exemple, des affaires de l'INSET, par exemple. Donc, toi, tu vas créer un microservice qui permet de gérer les étudiants. Alors, celui qui va créer un microservice qui permet de gérer l'étudiant, qu'est-ce qu'il va faire comme travail? Il va créer l'entité GPA étudiant. Il va créer étudiant repository, étudiant service, étudiant REST controller. Il démarre son microservice
et après il le teste avec Postman, n'est-ce pas? Alors lui, il va travailler en même temps sur, par exemple, un microservice qui permet de gérer les salles. Et l'autre, il va créer un microservice qui permet de gérer les enseignants. Et l'autre, il va créer un microservice qui permet de gérer les cours, n'est-ce pas? Alors pour créer un microservice aussi petit que celui-là, il vous faut combien de temps? Alors, si vous ne respectez pas les bonnes pratiques et tout ça, croyez-moi, un petit microservice, vous pouvez le mettre en place en 15 minutes, 30 minutes, n'est-ce pas? 30 minutes, vous avez un microservice. Imaginez que tout le monde on travaille en même temps, en parallèle. Et en 30 minutes, combien de microservices qu'on va développer? 80 microservices. Ça veut dire que nous avons développé une application en combien de temps? En 30 minutes. Bon, j'exagère, n'est-ce pas? Parce qu'après, il faut quand même... Alors, plus encore, c'est que chacun d'entre vous, dès que vous terminez votre microservice, vous démarrez votre application. Alors, moi, dans ma machine, j'ai démarré Discovery, j'ai démarré Gateway et j'ai démarré Config Service dans ma machine. Alors, vous, on est dans un réseau local. Dès que vous démarrez votre microservice, il est automatiquement enregistré, n'est-ce pas? Chacun d'entre vous, quand il démarre le microservice, il s'enregistre. Et il y a un qui fait le front-end, une personne qui va s'occuper, une équipe front-end. Alors maintenant, on a le front-end, on a encore, ça c'est un autre débat. Parce que le front-end, c'est vrai, en back-end, on sait faire des microservices. L'architecture microservice, c'est quelque chose qui est réel, il est pratiqué, donc il n'y a pas de problème. En front-end, souvent, dans la majorité des cas, on reste le monolithique. C'est-à-dire que vous avez le back-end, c'est microservice, mais le front-end, vous avez une seule application, n'est-ce pas? C'est-à-dire le front, lui, il est monolithe. Parce que dans le même front-end, vous allez gérer l'accès à l'ensemble des microservices. Tout ce que vous connaissez, c'est quoi? C'est la gateway. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a maintenant des frameworks qui permettent de créer ce qu'on appelle les micro-front-end. Ça, c'est ce qui vient. C'est-à-dire, c'est des technologies qui existent déjà, mais le degré de maturité n'est pas encore au niveau. Ça veut dire ce qu'on fait maintenant avec les microservices côté back-end, on le fait déjà, il y en a ceux qui le font déjà, mais qui en front-end. C'est-à-dire quoi? Dans le front-end, je fais des microservices. Ça veut dire que finalement, dans le front-end, la même chose, le front-end, on va le découper. Ça veut dire que la personne qui va s'occuper du microservice A, il va créer un front-end pour le service A. L'équipe qui développe le microservice back-end B va s'occuper du front-end du microservice B. Lui, il travaille avec React et l'autre, il travaille avec Angular. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes frameworks. Et après, à nouveau, il y a un framework qui fait que finalement, votre application front-end, ça devient un component et votre application, ça devient un component. Et du coup, donc, il y a un framework qui permet d'intégrer ces composants dans la même application. Et du coup, finalement, on voit une application Facebook. Vous avez l'impression que c'est une application monolithique, mais c'est une application microservice. Donc, c'est comme ça que finalement, dans les grands projets, c'est comme ça. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est pas le cas parce que souvent, le front-end, jusqu'à présent, en tout cas, on reste toujours plutôt dans un front-end monolithique dans lequel il y a encore une façon un peu de découper les choses. Mais sachez que même pour les front-end, il y a ce qu'on appelle les micro-front-end. Il y a des frameworks, notamment qui sont basés sur React ou bien Angular, qui sont capables d'intégrer plusieurs frameworks dans la même application front-end. Bon, ça c'est quelque chose sur lequel peut-être on va faire des séminaires. Donc d'ailleurs, je vous invite, quand il y a des séminaires, de ne pas les rater, que ce soit ici en présentiel ou à distance. D'accord? Et donc, ce serait peut-être l'occasion aussi de vous le dire. Je ne sais même pas quand est-ce. Le 23. Le jeudi 23, c'est ça? Alors, le jeudi, pour ne pas l'oublier, le jeudi 23
le jeudi 23 à 19 heures. Donc vous allez avoir le lien. Donc j'anime un séminaire sur la sécurité des systèmes distribués d'une manière générale. Comme c'est une partie qui fait partie de votre programme, donc ça va se faire en live. Donc je vous invite à ne pas le rater. D'accord? Donc je vais partager avec vous après les liens, soit sur Zoom, comme ça vous intégrez Zoom, ou directement, je pense que ça va être diffusé sur YouTube. Donc c'est-à-dire vous pouvez le suivre. Donc ne pas rater, c'est important, parce que la partie sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une partie qu'on va travailler beaucoup cette année-là. Donc il faut, voilà. Donc vous le notez le 23, le jeudi 23 à 19 heures. 19 heures ou la 18 heures, de toute façon vous aurez un peu la date parce qu'on n'a pas encore fixé l'heure de démarrage. Donc c'est bon? Alors ça c'est l'architecture microservice. Donc si je reprends un peu ce que je viens de dire, donc on peut dire que les microservices, donc c'est une approche d'architecture qui consiste à décomposer une grande application en un ensemble de petites applications. Alors, chaque petite partie du problème, on développe un microservice et une application indépendante. Vous connaissez bien donc le principe divisible pour régner, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire l'architecture microservice, c'est pas l'idée. On savait depuis très longtemps que les meilleures façons pour développer les applications, c'est les microservices. Depuis très longtemps, la meilleure façon pour maîtriser un grand chantier, c'est de le traiter en tant que micro. Ça, on le savait depuis très longtemps. Sauf que à l'époque, on ne peut pas le faire. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le cloud, il n'y avait pas Docker, il n'y avait pas Kubernetes, il n'y avait pas les systèmes distribués, il n'y avait pas gRPC, il n'y avait pas REST, il n'y avait pas GraphQL, il n'y avait pas, vous voyez, il n'y avait pas Spring Boot. Donc c'est-à-dire, c'est en fait avec l'évolution des systèmes distribués qui fait que, vous venez de voir, faire communiquer plusieurs microservices à travers plusieurs distribués, donc c'est quelque chose qui devient maintenant facile. Avec les brokers maintenant, avec Kafka, avec des choses, vous allez voir, en termes de développement, c'est ce qui est de plus simple à faire. Mais ce qui va demander pour vous donc la maîtrise, c'est l'architecture. Parce qu'après, c'est simple de développer, mais pour maîtriser le chantier, il y a beaucoup de connaissances que vous devrez, beaucoup de choses que vous devrez maîtriser. Alors, on y va. Alors, donc, comme je disais, donc l'idée c'est de découper en un ensemble de petites applications. Pour chaque petite application, c'est un microservice. Chaque microservice responsable d'une fonctionnalité. Faites attention parce que quand je dis une fonctionnalité, alors les architectures microservices, on ne va pas jusqu'à ce qu'on vient de dire 80 microservices. N'est-ce pas? Ce n'est pas étudiant microservice, salle microservice. Non. Parce que si vous faites ça encore, ça c'est l'idéal. Vous savez ce n'est l'idéal. L'idéal, c'est pour chaque microservice, vous gérez une seule table. N'est-ce pas? C'est-à-dire, finalement, vous avez une base de données dans laquelle vous avez une seule. Ça, c'est l'idéal. Mais si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec encore une architecture qui explose. C'est-à-dire, il y a beaucoup de microservices. Vous savez, quand vous avez beaucoup de microservices, encore, au niveau de l'infra, il vous faut les ressources pour gérer. C'est pas pour les orchestrer, parce que maintenant il y a des architectures avec Kubernetes, Docker Kubernetes, c'est des choses que vous allez beaucoup travailler cette année. C'est simple de faire l'orchestration, mais ça consomme des ressources. Donc parfois c'est pas la peine de découper. Par exemple, dans une application de e-commerce, par exemple le stock, un microservice. La facturation, microservice. Oui. Par exemple, le customer service pour les clients, c'est microservice. C'est-à-dire, on va découper un grand problème en un ensemble de périmètres fonctionnels
D'accord? Et pour chaque périmètre fonctionnel, on développe une application indépendante qu'on va appeler microservice. Alors maintenant, le découpage. Sachez que il y a une approche qui s'appelle DDD, plutôt, c'est ça, DDD, Domain Driven Design. Donc ça, si vous le notez, il faut voir ce que c'est. Alors, Domain Driven Design. Donc c'est une méthode, justement, qui est très utilisée dans les grands projets. C'est pour en fait concevoir une architecture qui est microservice. C'est-à-dire avec DDD, vous avez une démarche à suivre pour pouvoir faire le découpage. Parce que pour faire le découpage des périmètres fonctionnels, c'est pas évident. C'est-à-dire il va falloir maîtriser le chantier métier, il faut délimiter c'est-à-dire quand vous faites le découpage en plusieurs périmètres fonctionnels, à un moment donné, vous allez commencer à représenter les interactions entre les périmètres fonctionnels. Supposons que vous avez un microservice. Mais quand vous regardez les interactions, vous trouverez que les deux microservices, ils communiquent trop. C'est-à-dire ils sont très dépendants. Et quand vous trouvez qu'il y a deux périmètres fonctionnels qui sont très dépendants, ben vous dites qu'il vaudrait mieux les mettre dans un seul microservice. C'est-à-dire c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est-à-dire trouver le bon découpage, ça nécessite parfois une démarche. Et parmi les démarches qu'il faut connaître, il y a DDD. Donc ça, c'est toute une méthode, en fait, qu'il faut... Bon, la même chose, donc ça, c'est des choses peut-être dans lesquelles il faut qu'on organise un séminaire aussi ce semestre-là. C'est clair? Alors, donc chaque microservice peut être développé. Je suis toujours dans chaque microservice responsable d'une fonctionnalité, comme je disais, parce que c'est toujours la question qui est posée. Comment on fait le découpage? C'est ce qu'on appelle le degré de granularité. Le degré de granularité. C'est comme si vous prenez un bloc, vous allez n'est-ce pas? Vous allez le découper en plusieurs petits morceaux, n'est-ce pas? Alors maintenant, avec le petit morceau, si je vous demande par exemple, vous avez, je sais pas, un bloc que vous voulez transporter, et après vous dites, tiens, bon, on va le découper en morceaux. Avec la taille du petit morceau, il n'y a pas une règle. Donc la seule règle, c'est à vous de la déterminer. Vous allez dire, je vais avoir des morceaux qui ne dépassent pas 2 kg. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je sais que l'emballage m'oblige à ne pas dépasser, par exemple, c'est la même chose pour les microservices. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des critères qui font que le degré de granularité va dépendre d'un certain nombre d'exigences qui sont imposées par l'entreprise. Alors, si vous dites au client, il te faut 20 machines virtuelles pour déployer ton application, il va te dire non. Alors, je peux te déployer une dizaine de machines, de VM, des bruits. Donc, vous voyez, donc il y a des exigences réelles qui fait que le découpage, il va dépendre de beaucoup d'exigences qui sont imposées. Oui? C'est clair? Je vois aucune question, soit que tout est clair, soit... Oui, ben, vos visages m'indiquent que tout est clair, mais bon, je ne sais pas. Alors, chaque microservice est développé en utilisant une technologie différente. Comme je disais, donc là, vous êtes tranquille. Les gens qui aiment Python et qui savent très... Là, c'est important, c'est très important, parce que dans le découpage, parfois, on prend en considération ça. Donc, dans le périmètre fonctionnel, par exemple, j'ai une partie, dans mon application, une partie qui s'occupe de, par exemple, il y a une partie de machine learning. Donc, je fais le découpage, donc il y a une partie dans mon périmètre fonctionnel dans laquelle j'ai besoin de faire la reconnaissance de mouvements ou de la reconnaissance d'images, ou je sais pas, des choses comme ça. Vous avez besoin de faire du machine learning, ou bien du deep learning, par exemple.
Et après, vous allez dire, donc ce module, quelle est la technologie, quel est le langage et la technologie et le framework le plus simple, le plus utilisé, là où j'ai des développeurs facilement, avec lequel je peux faire ça. Alors vous dites Python avec un framework comme par exemple TensorFlow par exemple, ben on va dire le microservice, on va le développer avec Python. Vous voyez donc, ce n'est pas parce que j'aime le langage que je vais l'utiliser partout. C'est parce qu'il y a des langages dans lesquels j'ai quelque chose qui, par exemple, vous voyez dans votre module, vous faites un traitement dans lequel vous allez faire des traitements multimédia ou je ne sais pas quoi. Et vous voyez que dans ce domaine-là, vous avez une librairie, une bibliothèque qui marche très bien, qui a fait ses preuves. Il est en PHP. N'est-ce pas? Vous développez votre microservice en PHP. Parce que si vous allez dire non, j'aime pas PHP, je vais le faire en Java. Alors si vous avez la même librairie équivalente, etc., il n'y a pas de problème. Mais si vous voyez que vous avez une librairie qui vous complique un peu les choses et le temps d'apprentissage ça va prendre, vous n'avez pas beaucoup de documentation, etc., c'est que vous êtes en train de perdre votre temps. C'est-à-dire qu'en fait les langages, les architectes vont choisir par exemple Facebook, quand il y a un microservice quelconque, mais là, on choisit vraiment la technologie, le langage le plus simple, là où il y a plus de librairies, de frameworks, il y a de l'existant, quelque chose qui existe déjà. OK? Donc ça, c'est important également à signaler. Donc, et du coup, si je vois une partie dans laquelle des fonctions que je vais déployer en cloud, et je vois par exemple le temps de boot il est extrêmement important, bah, je vais dire ça, je le fais en Node.js. J'ai des choses en temps réel. Vous voyez, donc si vous voyez que Java, c'est la technologie, le langage le plus adéquat, vous utilisez Java. Donc, alors maintenant, est-ce que vous êtes censé connaître toutes les technologies et tout ça? Bon, au niveau académique, c'est bien, mais dans la réalité, c'est qu'à un moment donné, vous allez peut-être maîtriser deux écosystèmes que vous utilisez. Mais après, donc, dans les projets, donc là, en fait, c'est l'architecte qui va vous imposer d'utiliser tel framework ou telle technologie. D'accord? Et souvent, vous êtes recruté, c'est parce que vous êtes un développeur full stack Spring Angular. Alors là, vous êtes un développeur full stack Node.js React, n'est-ce pas? Donc souvent, il y a toujours... vous êtes dans telle équipe parce que vous maîtrisez telle technologie. Mais bien sûr, au niveau académique maintenant, si on fait des microservices basés sur Spring Boot, Spring Cloud, comme vous le voyez, ce qui nous intéresse, c'est la technologie nous intéresse, c'est vrai, parce qu'il est mature, parce qu'il est très utilisé par les entreprises. Mais pour nous, ce qui est le plus important, c'est les concepts. C'est-à-dire le concept. C'est-à-dire que tout ce que vous faites avec Spring, quand vous allez le faire avec une autre technologie, au moins vous savez quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut retrouver dans l'autre technologie. Parce que la maturité des technologies ne sont pas dans le même niveau. Il y en a ceux qui décident d'aller vers un framework, et après parfois c'est pas évident d'avancer rapidement sur le projet à cause bien sûr du choix. Alors l'autre avantage, c'est que chaque microservice tourne dans un processus séparé. Alors si ton microservice étudiant bloque, ne va pas bloquer l'autre microservice. Donc là, ça c'est important dans l'architecture microservice. Alors la communication entre les microservices, vous avez les choix, l'évolution des systèmes distribués. Vous avez vraiment, si vous travaillez avec Spring, vous allez voir avec l'intégration, faire communiquer deux microservices avec REST, ou bien avec GraphQL, ou bien avec SOAP. Si vous travaillez avec un framework comme Spring, c'est comme si vous communiquez avec une base de données via Spring Data. Vous savez que Spring Data communique avec la base de données, c'est très simple, n'est-ce pas? Vous créez une interface qui hérite de GPA Repository et vous commencez à accéder aux données, n'est-ce pas? Alors sachez que avec REST, il y a des frameworks pareils. Vous créez une simple interface
et je commence à communiquer avec un microservice qui se trouve quelque part, en JSON. Donc, c'est-à-dire accéder à une base de données locale, ou bien envoyer une requête vers un microservice qui va accéder à la base de données pour me donner les données JSON. Mettez-vous dans votre tête, c'est la même chose. Sauf que ça, c'est une communication réseau local, base de données, et l'autre, c'est une communication HTTP qui va ramener. Et en termes même, maintenant, avec la vitesse de communication, avec le débit maintenant de communication, ben, envoyer une requête, parfois c'est plus rapide d'aller la chercher ailleurs que de la chercher dans votre disque dur, n'est-ce pas? Eh oui, c'est un peu, c'est quelque chose. Théoriquement, c'est pas la même chose, mais la réalité, c'est que maintenant, vous avez des connexions sur le. Si vous êtes en cloud, donc vos microservices, ils communiquent entre eux, mais chaque microservice, il est quelque part. Même la base de données, vous ne savez pas où est-ce qu'il est, etc. Donc, ce qui fait que les interactions réseau maintenant, ce n'est plus une contrainte, c'est quelque chose de réglé. Donc la communication, donc on peut utiliser REST, on a le choix entre REST, on a le choix entre SOAP, GraphQL, gRPC, et vas-y. Donc ça c'est synchrone. En mode asynchrone, on a des brokers, Kafka, RabbitMQ, c'est les plus utilisés. Donc ce qui fait que dans notre architecture, on va beaucoup retrouver ces éléments. Alors lorsque on va combiner donc l'ensemble des microservices, on peut avoir des applications complexes. Bon. Alors, ça, c'est l'architecture. Donc, on peut dire un microservice, c'est une simple application dans laquelle c'est comme une application monolithique, dans laquelle j'ai sa propre couche DAO, la couche métier et la couche technique. En fait, la couche technique, c'est là où vous allez trouver soit un web service, SOAP, ou bien REST, ou bien GraphQL, parce que c'est cette couche-là qui va permettre de communiquer avec le monde extérieur. Ben, donc, par exemple, une application. Alors, si vous vous rappelez, l'année dernière, on a créé une application dans laquelle on gérait des clients, des comptes et des opérations, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez la faire en microservice, je peux créer un microservice pour gérer les clients, un microservice pour gérer les comptes et un microservice pour gérer les opérations. Je peux les séparer. La communication peut se faire via REST, peut se faire via REST d'une manière simple. Et après, donc, on va tirer, quand on va combiner l'ensemble des microservices, ben, on va avoir une application, une grande application complexe. Alors, l'avantage des microservices, surtout, n'oubliez pas, c'est la scalabilité. Alors, si par exemple, parmi ces microservices, client, compte, opération, si vous voyez que le microservice qui va subir plus de charges, c'est le service opération, parce que c'est là où il y a verser, retirer, virement. Hein. C'est là où il y a beaucoup d'activités, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, ce microservice, on va le déployer en 20 instances. Ah, j'exagère, 4 instances, n'est-ce pas? Alors, le microservice compte, je le déploie en 2 instances. Ou le client, je le déploie en 2 instances, n'est-ce pas? Ça veut dire que maintenant, je ne suis plus obligé de déployer, quand il y a un problème de montée en charge, c'est le microservice qui provoque la montée en charge que je vais démarrer en plusieurs instances. Et c'est encore, si vous voyez dans le microservice qui provoque la montée en charge, vous avez une fonction qui est la plus sollicitée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'extraire. Donc la fonction AD, c'est vraiment, il est très sollicité. Cette fonction-là, on va la mettre carrément dans un seul microservice. Alors ça, si vous avez cette idée-là, c'est que c'est vraiment, c'est comme ça que les grands architectes vont commencer à découper, à concevoir ces architectures. Donc, la scalabilité, donc c'est quelque chose qui fait caractéristique bien sûr des architectures microservices. Donc c'est plus simple de créer des applications plus performantes. Alors on peut dire que l'architecture, ça ressemble à ça. Donc vous avez d'abord des microservices fonctionnels que vous allez développer. Ensuite, vous avez des microservices techniques dans lesquels vous allez trouver une gateway, discovery service, et vous allez trouver un service de configuration. Donc
chaque microservice qui démarre généralement va chercher sa configuration à partir du service de configuration. Ensuite, il va s'enregistrer dans le service Discovery, ce qui fait que par la suite, chaque fois qu'un client envoie une requête, c'est la gateway qui reçoit la requête. La gateway, il connaît le nom du microservice, il contacte le service Discovery pour récupérer l'adresse, et après, il contacte le bon microservice pour effectuer le traitement. Donc ça, c'est le fonctionnement. Alors parfois, au lieu de communiquer en REST, parce que vous voyez donc ici, c'est des communications REST, au lieu de communiquer en mode... La communication REST, c'est une communication synchrone. Synchrone, ça veut dire que si le microservice ne marche pas, il n'y a pas de... S'il n'est pas démarré, on ne peut pas communiquer. Alors c'est là on aura besoin d'utiliser une communication asynchrone. Principalement, c'est là on aura besoin d'utiliser des brokers. On peut faire communiquer tous les microservices d'une manière asynchrone en échangeant des messages à travers des bus d'événements, des bus basés sur des brokers comme RabbitMQ, ActiveMQ et Kafka. Donc cette partie-là, c'est une partie, on ne va pas la traiter au début. Au départ, on va implémenter une architecture basée complètement sur REST GraphQL, SOAP, parce que ça c'est des choses qu'on va retrouver beaucoup en entreprise. Et dans la deuxième partie du programme, on va faire un cours sur la partie notamment de GMS, RabbitMQ et Kafka. Et on va essayer de l'intégrer dans une architecture. Et à la fin, dans le projet, on va retrouver tout ça. C'est-à-dire dans le projet que vous allez développer, on va retrouver un peu tous ces éléments-là dans la même architecture. Sans parler de la sécurité, parce que tout ça, c'est bien. Mais après la sécurité, pour sécuriser, il y a des standards, notamment des standards, des protocoles ou des frameworks comme OAuth2, OpenID Connect. Il y a des serveurs comme Keycloak qu'on va utiliser. Vous allez voir, en quelques minutes, vous arriverez à sécuriser les applications aussi bien back-end que front-end. D'ailleurs, c'est l'objectif en fait, de la conférence qu'on va faire le jeudi. Donc, c'est pour cela que je vous demande d'y assister. Alors, donc pour un peu encore décortiquer un peu l'architecture, donc on peut dire voilà le fonctionnement. Vous avez un client qui envoie une requête. Alors, toutes les requêtes passent via la gateway. Alors, par exemple, la requête, c'est, vous voyez, donc, il va vers la gateway, inventory service / product. Alors, à partir de l'IURI, généralement, on connaît le nom du microservice. Le microservice, c'est inventory service, n'est-ce pas? Et après la gateway, qu'est-ce qu'il fait? Il va contacter discovery service ou bien registration service. Il va lui donner le nom du microservice, il va récupérer l'IURI, c'est l'adresse IP et le port. Et une fois qu'il connaît l'adresse, il envoie la requête vers le bon microservice qui va faire le traitement. Il y a une réponse qui va être envoyée vers le client. Ainsi de suite. J'envoie une requête. On sollicite toujours Discovery. Il récupère l'instance. Si par exemple il y a plusieurs instances qui sont démarrées pour le même microservice, il va récupérer une liste d'adresses. Alors comme ici il y a inventory service par exemple ici. Alors dans ce cas-là, la dernière fois on a sollicité cette instance, mais la prochaine il va solliciter l'autre instance, c'est-à-dire à tour de rôle. Donc il fait l'équilibrage de charge. Donc il dit que donc plus s'il y a une montée en charge, il suffit de démarrer de nouvelles instances et le problème est réglé. Alors sauf que maintenant, comment on va automatiser ça? Parce que si vous voulez le faire manuellement, c'est-à-dire se balader entre les différentes VM pour démarrer les microservices. S'il y a une instance, il faut la démarrer manuellement. Et après, s'il y a un problème, un microservice qui s'est arrêté, on va le redémarrer manuellement. Ça ne marchera jamais. C'est pas que ça ne marchera jamais. Ça marche quand il y a une petite architecture, mais quand il s'agit d'une grande architecture, donc c'est des choses qui sont automatisées. Donc c'est pour cela que je vous disais, quand vous travaillez avec les architectures microservices, il y a deux. Il y a un écosystème que vous connaissez, c'est DevOps. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut vraiment travailler cette année. Donc, il y a un ensemble d'outils maintenant qui permettent d'automatiser tout le process. Alors, pour cette architecture microservice, généralement,
chaque microservice que vous créez, généralement, on va le déployer dans des conteneurs. Alors, Docker, c'est quelque chose que tout le monde devrait connaître. C'est-à-dire, dans les TP, à chaque fois qu'on crée un microservice, créer un fichier Docker, créer une image Docker et déployer le microservice dans un conteneur, c'est quelque chose qui va devenir pour vous, c'est comme... ça devrait devenir des habitudes, n'est-ce pas? Alors maintenant, vous avez chaque microservice, on le met dans des conteneurs. Et après, par la suite, on a besoin d'utiliser l'orchestration. Alors pour l'orchestration, il y a Kubernetes, par exemple, c'est très utilisé, et qui permet de faire l'orchestration des conteneurs. Ça veut dire quoi? Kubernetes, donc vous lui dites, voilà la cible, voilà l'objectif que je veux. Je veux par exemple atteindre un niveau de performance tel. Je voudrais pour ce microservice-là, on peut atteindre jusqu'à 5 instances ou 10 instances, n'est-ce pas? Et après, qu'est-ce qui va démarrer les conteneurs? C'est Kubernetes. Donc c'est lui qui va les démarrer. Et quand il y a un conteneur qui tombe en panne, qui ne marche pas, c'est Kubernetes qui va le redémarrer. Quand il y a un problème de montée en charge, c'est Kubernetes qui va démarrer de nouvelles instances, qui va faire la scalabilité. Donc qu'est-ce qui va surveiller, qu'est-ce qui va faire l'orchestration? C'est Kubernetes. Donc vous voyez, donc, les solutions d'orchestration des conteneurs, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que si vous faites ça, donc là, à un moment donné, votre architecture, vous avez que vous, en tant qu'administrateur, vous voyez une interface graphique dans laquelle vous voyez vos microservices. Il est en rouge, il est tombé, après il est en rouge, il est devenu en vert. Vous voyez, donc c'est-à-dire vous surveillez, vous avez tout ce qu'il faut. Mais finalement, le travail, qu'est-ce qu'il le fait? Il y a des outils. Donc, vous avez Docker, Kubernetes, donc c'est des outils qui vous concernent tous, aussi bien l'infra, les gens qui veulent faire de l'infra, et ceux qui font le développement. Donc, et autre chose, après, maintenant, si vous utilisez que Docker Kubernetes, donc à un moment donné, réellement, tout ça, c'est des solutions qui vont être déployées dans des VM, des machines virtuelles. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez besoin de savoir combien de machines virtuelles que vous avez. C'est à vous de créer les machines virtuelles, etc. Donc ça encore, est-ce que vous êtes obligé de le faire manuellement? Non. Il y a des outils comme Ansible. Donc Ansible, donc c'est la même chose, c'est un outil qui fait partie de l'écosystème DevOps, dans lequel vous créez des fichiers de configuration, Ansible. Ben, vous lui dites, j'ai besoin d'une machine virtuelle de la taille, voilà combien de RAM, voilà combien de disques durs, voilà les caractéristiques, j'ai besoin d'une VM, tac, tac, les caractéristiques. Donc vous voyez, tout ça, ça devient un fichier. .yaml, n'est-ce pas? Vous faites des fichiers de configuration et après vous laissez Ansible, hop, il vous prépare l'infra. Donc il démarre vos VM. Donc Ansible, il vous met en place l'infra. Kubernetes, il va chercher les comptes parce que vous avez un fichier YAML, la même chose. Il va trouver voilà quels sont les conteneurs qu'il va démarrer. Et après, ce conteneur, il va vers cette machine. Celui-là, il va vers l'autre machine. C'est quand il y a par exemple une machine VM qui tombe en panne, on va prendre les conteneurs, on va les répartir sur les autres machines. Alors, c'est des outils qui font ça, n'est-ce pas? Alors, je vous citais que trois outils qui sont extrêmement importants dans l'écosystème DevOps. Donc, c'est des choses sur lesquelles il va falloir, je vous le dis bien, parce que la meilleure façon, c'est vrai, il y a des cours, il y a des choses que vous pouvez faire, mais la meilleure façon, c'est que vous intégrez ça quand vous travaillez avec les architectures microservices. Les premiers TP, on va mettre tout ça dans des conteneurs Docker, on va les déployer, c'est-à-dire vous rentrez déjà dans la pratique. En parallèle, alors vous êtes en train de découvrir les commandes Docker, Kubernetes, etc. Alors maintenant, le grand problème maintenant, c'est la machine. C'est que c'est des choses qui demandent assez de ressources. Si vous avez une machine qui y a assez d'espace mémoire, vous installez Docker Host, tout ça, il n'y a pas de problème. Minikube, tout ça, vous pouvez le faire dans vos machines, c'est bien de le faire. Si vous n'avez pas vraiment une machine qui supporte tout ça, il faut vous débrouiller pour trouver des espaces flow cloud. Il y a toujours la possibilité d'avoir des trucs
des trucs gratuits pour une année pour les tests, n'est-ce pas? Vous faites ça. Et quand une année est passée, vous êtes déjà en entreprise. Donc souvent les étudiants, et ici à l'INSET, on a démarré, en fait on a un mini data center qu'on a démarré. C'est-à-dire on a des VM. Bon, maintenant on va essayer de vous faire bénéficier aussi de ces VM. On va voir comment est-ce on va faire ça. On essaie, en tout cas c'est fonctionnel, mais c'est des choses qu'il faut exploiter en tout cas cette année. Monsieur, est-ce qu'on peut garder les emails de l'INSET? Est-ce que vous pouvez garder? Les emails de l'INSET? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Oui. Généralement, on n'a jamais supprimé les emails tant que Google nous donne ça gratuitement. Je vous dis bien tant que, parce qu'un jour, un jour, on va payer ça cher. C'est une certitude. Moi, j'ai depuis très longtemps d'ailleurs, j'ai mon nom de domaine usfi.net. J'utilise Google, etc. gratuitement. Je crée mes comptes sur le même domaine usfi.net. Je crée à chaque fois que je vous demande de remettre un projet, je crée un compte pour GLC ou BDC73. Il n'y a pas de problème, ça on le faisait, n'est-ce pas? C'était gratuit. Mais cet été-là, un jour, tout d'un coup, le service n'est plus gratuit. Il faut payer. Alors, c'est-à-dire, bon, quand je dis tant que c'est gratuit, alors pour payer, donc voilà, il faut payer. Chaque compte, il faut payer. Mais quand j'ai vu le nombre de comptes que j'ai créés, ah ça y est, donc je serai quoi? Donc le problème, c'est qu'il est suspendu. Bon, le service, il est suspendu. Donc pour pouvoir retrouver au moins mon compte, ben, j'ai dû supprimer tous les comptes d'abord et après je paye. Enfin, en tout cas, parce que si tu payes tous les comptes, tu es foutu. Donc c'est juste pour vous dire, donc, de toute façon, tant que c'est gratuit, profitez. Parce qu'un jour, ça sera payant. Donc voilà, alors ça c'est le temps de la pause. Donc ici, nous avons maintenant, s'il vous plaît, donc j'ai parlé des concepts de base. Donc après la pause, donc on va essayer de faire une démonstration, créer un premier microservice, etc. Donc c'est la première activité pratique sur laquelle vous allez travailler.